Donc aujourd'hui, on va voir l'overloading et les templates. Donc c'est des outils extrêmement pratiques pour écrire du code qui est flexible et réutilisable. Donc aujourd'hui, on va voir comment surcharger les méthodes dans les classes. On va voir comment les templates permettent d'éviter la duplication de code dans les classes. Et vers la fin de la vidéo, on va voir un petit peu plus les templates spécialisés. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Commençons par l'overloading. Imaginez que vous avez une méthode qui doit pouvoir agir différemment selon les types ou le nombre d'arguments qu'elle reçoit. Par exemple, un joueur dans un jeu vidéo pourrait attaquer un seul ennemi, un groupe d'ennemis, ou bien utiliser une arme spécifique pour un ennemi spécifique. Plutôt qu'à créer plusieurs méthodes dans la classe, attaquer un ennemi, attaquer groupe ennemi, attaquer arme spécifique, l'overloading va permettre de définir plusieurs versions d'une seule et même méthode, avec des paramètres différents et des comportements différents. Si on reprend l'exemple avec notre classe joueur, qui peut attaquer de différentes façons, donc un ennemi, un groupe d'ennemis ou avec une arme spécifique, voici comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter en C++. Donc je me retrouve dans Visual Studio pour vous montrer ça. On va commencer par créer la classe du joueur à l'intérieur avec des méthodes publiques, donc public 2 points. Puis là, on va pouvoir créer la méthode attaque avec comme paramètre le nom d'un ennemi. Donc word attaque sur des string ennemi. Puis on va afficher dans un ciot le joueur frappe. Puis là, on va rajouter ennemi après. Donc petit ennemi, petit et on saute la ligne. Là, l'overloading consiste à reprendre la méthode attaque, void attaque, puis on va mettre des paramètres différents. Donc là, pour ça, ça va être un ennemi spécifique avec une arme spécifique. Donc on va rajouter un paramètre weapon. Et on va afficher un message personnalisé. Ici, le joueur. Non, ici le joueur attaque. Puis là, on va mettre là, le ennemi. Ici, on va dire avec son. Puis on met l'arme. Donc weapon. Puis on saute la ligne. Et pour notre dernier exemple, on va ici inclure vector parce qu'on veut un groupe d'ennemis, donc on a besoin d'une liste, un vecteur d'ennemis. Donc on reprend notre méthode attaque et là on va faire comme paramètre un vecteur qui va contenir des strings et qui va avoir comme nom enemies, donc plusieurs ennemis. Et ce qui va être spécial, c'est qu'on va boucler pour afficher le message pour chaque ennemi. Donc ici c'est un for each ennemi dans ennemi. Puis pour économiser du temps, je fais juste réappeler la méthode ennemi puis je passe ennemi en paramètre. Maintenant, on va essayer notre code dans le main. Donc pour ça, on va créer une instance de la classe player, donc player. Et on va commencer par le faire attaquer un ennemi. Un zombie par exemple, zombie. Point virgule. Si on lance le programme, on a bien notre message, le joueur frappe zombie. Maintenant, si on met cette méthode là en commentaire, si on réutilise la méthode attaque, on peut mettre l'orc pour l'ennemi, puis on pourrait utiliser la deuxième méthode, puis lui dire de mettre un arc. Donc ici, point virgule, si on démarre le programme, on a un nouveau message, le joueur attaque orc avec son arc. Maintenant, si on essaye notre dernière méthode attaque, donc on va faire un... on va juste créer une liste d'ennemis, c'est des strings enemies. C'est égal là, puis on va mettre un zombie, puis après on va mettre une momie, puis on va mettre un orc encore, un autre orc. Si on rappelle la méthode attaque de enemies, donc là on a un nouveau type
Donc ça va aller dans la nouvelle méthode, puis qu'on exécute le code. Mais là, la boucle, elle se fait, puis tous les ennemis sont frappés par le joueur. Donc c'est vraiment ça le concept d'overloading des méthodes. Comme vous pouvez le remarquer, l'overloading est très pratique pour gérer des cas où est-ce qu'on a besoin d'avoir le même nom de méthode. Donc c'est plus pratique, hein? Player.attack, puis il peut attaquer plein de choses. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on veut gérer seulement des types différents, sans écrire plusieurs fois la version de cette méthode? C'est là que les templates entrent en jeu. Les templates, ça permet d'écrire du code générique qui fonctionne avec n'importe quel type. Donc, imaginez qu'on a une méthode somme, donc pour additionner, puis qu'on doit additionner deux nombres. Plutôt que d'écrire une version pour les int, une version pour les doubles, une version pour les floats, vous pouvez utiliser un template pour gérer tous les types numériques. Donc, je me retrouve encore dans Visual Studio avec notre exemple avec la fonction somme qui prend deux entiers et qui retourne une addition. Donc si somme de 1, 2, ça va retourner 3. Le résultat de la somme est 3. Le seul problème avec cette façon de faire, c'est que ici, on est obligé de mettre des int. On peut pas mettre des doubles ou des floats. Puis ça, c'est un petit peu agaçant. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la syntaxe avec les templates. Donc template type name t. Donc ça va être notre type générique. Puis maintenant, on peut remplacer tous les types par t. Donc ici, t nomme 1, puis ça va retourner t. Maintenant, quand on utilise la méthode, il faut maintenant lui spécifier c'est quoi les types. Donc on va dire qu'on additionne des int. Là, ben maintenant, notre méthode est capable d'additionner des int. Si jamais on veut additionner d'autres types numériques, comme par exemple des doubles, eh bien on va pouvoir ici mettre des nombres à virgule, donc des doubles. Si on fait fonctionner ça, ben ça fonctionne. Puis si on veut, on peut faire les floats aussi. Donc ici, mettons qu'on fait float. Ben là, puis qu'on change un peu les nombres là. Donc 1,32, 4,20, 30, 23. Et bien ça nous donne un résultat qui fonctionne. Donc on peut changer, on peut avoir le même comportement mais avec des types différents pour une fonction C++. Vous allez probablement vous dire, c'est quoi le rapport avec la programmation orientée objet en C++? Figurez-vous que les templates ne se limitent pas aux fonctions. On peut aussi créer des classes templates pour des structures de données génériques, comme un inventaire qui peut stocker n'importe quel type d'objet. Maintenant, si on revient à notre exemple ici d'inventaire, ici en C++, j'ai une classe inventaire qui fait plusieurs choses. Donc ici, si je vous montre un peu plus le code, là, on peut afficher ce que contient l'inventaire. On peut ajouter un item qui sont représentés par un vecteur de string. Puis ici, quand on ajoute un item, j'ai créé une petite méthode pour vérifier si l'item est valide. Donc Apple, Boot et Sword. Donc c'est une classe très simple, très minimaliste, qui permet de gérer un inventaire. Donc je vous propose de l'essayer. Ici, inventory, inv. Puis maintenant, on peut ici add un item. Donc on peut par exemple ajouter le apple, la pomme. On peut rajouter ici la sword, l'épée. On peut rajouter aussi un item qui n'est pas valide, un book, un livre. Et on va rajouter des bouts, ça, les bots. Puis maintenant, si on appelle la méthode ici inv.display, puis qu'on exécute le code, sans surprise, on a nos trois items qui étaient valides, sauf le book qui n'était pas un item valide. Donc jusque-là, c'est du code que vous êtes capable de faire et que vous comprenez. Maintenant,
j'aimerais bien rajouter d'autres types, hein, parce que je veux pas me limiter aux strings, je veux rajouter aussi des types in par exemple. Donc je vous propose qu'on transforme la classe inventory en une classe générique qui peut accueillir plusieurs items. Donc pour commencer, on peut déjà enlever la méthode ici isValidItem, là, ça va être c'est du code en trop, on va rendre ça plus simple. Donc voilà. Puis ici aussi on va enlever ça, juste lister simplement ce que le vecteur contient. Donc un peu comme une fonction template, on va rajouter le mot-clé template type name t comme pour les fonctions mais au-dessus de la classe. Et maintenant on va pouvoir dire qu'on veut un item t type. On veut ajouter un item t, donc on enlève le string. Et voilà. Et ici dans notre for, le auto, il le fait automatiquement. Maintenant, comme pour la fonction, il faut spécifier à l'inventaire quel type qu'on veut mettre. Donc on met des... par exemple, on peut rester sous les strings. Là. Si on met string, ça va bien fonctionner. Là. Puis on exécute le code. Ça fait le même résultat, c'est juste qu'on a juste enlevé la méthode qui vérifiait. Maintenant, on peut mettre aussi des int. Donc si on met int, le Visual Studio il nous dit que malheureusement des strings, on peut plus mettre ça. Donc là, on va pouvoir ajouter un nombre, 1. Ici, on va mettre 2. Puis on va mettre 3. On va enlever la dernière. Voilà. Puis si on affiche sans surprise 1, 2, 3. Maintenant, on va entrer dans le dernier concept de la vidéo, la spécialisation de template. Là, ici dans Visual Studio, si on reprend notre code avec l'inventory, ici, chaque inventaire est générique. Hein. Ici, tu mets weapon, puis ça s'ajuste automatiquement. Mais admettons, là, dans un projet, ici, add item, admettons ici dans notre code, on veut y avoir un comportement différent. Hein, admettons ici, j'ai ma boucle là, qui permet d'afficher les noms des items. Admettons qu'on veut que cette boucle s'exécute seulement si c'est le type weapon. Mais là, on ne pourra pas rajouter un if. Tu peux pas vraiment faire ça. On peut pas faire ici un void display ici. Puis donc ici pour pouvoir créer une spécialisation de template, il faut réécrire template, mais avec des plus grands vides. Puis là, ben, on pourra réécrire la classe inventory exactement le même nom pareil parce que c'est la même classe. Puis là, on va lui spécifier si tu prends en compte par exemple des strings, là tu vas utiliser la classe inventory de type string et non le de type générique. Donc si on copie-colle le code, ici on va mettre weapon, ça va être plus simple. Si on met ça après weapon. Ici on réécrit notre template vide auquel on met la classe inventory seulement pour si jamais c'est de type weapon. Là on va copier-coller le code. Je sais pas pourquoi ici j'ai un warning. Ok, on va enlever ça. Ici. Si jamais on copie-colle le code qui est à l'intérieur de inventory. Là, on va pouvoir enlever les types génériques puis mettre weapon. Ici, weapon pour l'item. Là, pour faire changement, on peut vérifier si le weapon est valide, hein, si l'item est valide. Donc, si le nom de l'item, c'est une sword, ou
que l'item.name c'est ici une hache, un axe, et bien c'est là qu'on push l'item dans la liste d'items. Donc juste pour faire changement un peu. Puis ici dans le display, on va afficher la liste de weapons. Maintenant, ici, dans notre classe inventory, on va pas ici cacher, puisqu'on n'a pas besoin de savoir le code, vu qu'on le connaît. Maintenant, si on exécute le code, on va peut-être ici faire une comparaison, hein, inventaire 1 puis inventaire 2. Puis là, ici, on met un string pour l'inventaire 1. Et ici, ben là, on va add des items, ici, inventaire 2, inventaire 2. Puis ici, on va faire la même chose pour l'inventaire 1. Ici, inv 1. Point add item. On va racheter des items qui n'ont pas un lien avec les armes là, pour faire différent. Ici, mettons, on peut racheter une boîte, un box. On peut racheter un apple aussi. Là. Puis on va racheter ici nos bots. Admettons qu'on affiche nos deux inventaires, là, inventaire 1.display. Ici, .display. Puis qu'on fait inventaire 2.display aussi. Puis qu'on exécute le code. Ici, comme vous le remarquez, on a ici box apple boot. Donc nos 3 items string. Puis dans le deuxième, on a juste sword axe. Vu qu'on a dans le inventory pour le weapon, le code est différent, puis on a rajouté le if pour filtrer, voir si l'arme est valide. Donc ça permet de faire ça, la spécialisation de template. Donc, en conclusion, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser l'overloading. On a vu comment utiliser des templates pour écrire du code plus générique et réutilisable dans les classes. Puis je vous ai montré un peu la spécialisation de templates, donc ça permet d'adapter le comportement à des types spécifiques. Donc ces outils sont vraiment essentiels pour écrire du code C++ efficace et maintenable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Puis vous pouvez aussi partager. Écrivez vos questions ou idées en commentaire. Et puis à bientôt, à lundi prochain pour une prochaine vidéo.